Bien, bonjour tout le monde. Lendemain de discours du trône, les grillons grillonnent à la recherche de quelque chose à dire et un contenu à trouver dans ce texte. Cependant, à défaut de clarté dans le texte du discours du trône, je me permettrai d'occuper l'espace avec le rappel d'une proposition qui nous semble très importante. On voit encore dans l'actualité deux choses. D'une part, le début, parce que c'est le début, du préoccupant bilan des opérations. Pour l'instant, c'est le Québec, ce sera d'autres territoires éventuellement, où ça a été extrêmement difficile avant la reprise de contrôle. Cette situation-là est directement imputable, non pas au non-versement de transferts en santé il y a 1 an, 2 ans ou 3 ans ou même 4 ans. Elle est directement imputable au sous-financement systématique par le fédéral qui ne prend pas ses obligations fondamentales en matière de contribution aux soins de santé dans les provinces et au Québec. Le deuxième élément, c'est la menace flottante d'une autre vague, de la difficulté de contenir la vague actuelle. On voit aux États-Unis une préoccupation significative d'une autre vague qui pourrait poindre, alors que dans une grande partie du monde, on n'est même pas en train de commencer à contenir le phénomène. Pendant ce temps-là, on a un discours du trône qui mentionne « Coucou, on va parler aux provinces ». Pas besoin de faire un texte pour dire ça, là. Alors, je rappelle que d'une part, la totalité des provinces, de façon unanime, incluant le Québec, bien sûr, ont demandé une augmentation des transferts en santé de telle sorte que le gouvernement fédéral assume 35 % des coûts de système. C'est ça la demande. À des fins de discussion et de clarté, à des fins d'ouverture, à des fins de compréhension au bénéfice de la population, au bénéfice de l'appareil média qui est le relais vers la population, j'ai proposé que le gouvernement appelle un sommet sur le financement des soins de santé. Il ne l'a pas fait. Il n'a même pas réagi à la proposition qu'on a faite. C'est assez préoccupant. L'avantage d'un sommet sur le financement des soins de santé, c'est que c'est public, c'est que c'est ouvert. L'appareil média est exposé à ce qui se discute. Les chefs des partis d'opposition y sont, les ministres de la Santé y sont. On est capable de comprendre les positions et les arguments de tout le monde. Et bien sûr, ça pourrait éclairer vers la conclusion d'un débat qui n'en finit plus de s'étirer. Et pendant ce temps-là, on ne déploie pas les moyens nécessaires. Et quand on ne déploie pas les moyens nécessaires, le Québec et les provinces doivent détourner des ressources qui serviraient à autre chose vers le système de santé. Alors, je réitère la proposition. Parlant santé, on peut-tu arrêter cet épisode fort long de Symphorien? Là, c'est rendu que les conservateurs... Tu sais, il y a deux positions un peu aux extrémités du spectre. Tu as la première position qui dit qu'on y croit ou pas, c'est celle des libéraux et du NPD. Nous avons peur. On pense que 20 000 personnes dans un RNA, c'est correct, mais 300 députés dans un Parlement, c'est pas acceptable. Bon, OK. À l'autre bout, il y a le Bloc qui dit, écoutez, nous autres, on pense qu'on peut être dans le Parlement, mais de toute évidence, il faudra que tout le monde soit doublement vacciné. Et entre les deux, on a les conservateurs qui disent, il faut que tout le monde soit dans le Parlement, mais pas nécessairement vacciné. Et là, il y a une prévalence de raisons médicales pour pouvoir venir au Parlement sans être double vacciné chez les conservateurs. Mais ma foi, c'est effarant. Je ne sais pas si c'est un enjeu génétique, mais c'est effarant le nombre de députés conservateurs. On ne sait plus trop, là, mais serait-ce 3, ce serait déjà bien au-delà des statistiques. Et là, les conservateurs disent, non, mais on va être correct pareil, là. On va mettre des tests rapides à la porte. Donc, moi, je suis un député conservateur double vacciné, un député du Québec qui ont eu la responsabilité, tous les députés conservateurs du Québec, de dire, écoutez, nous, on va être double vaccinés parce qu'on pense que c'est la bonne affaire à faire. Il y en a d'ailleurs qui disent, non, nous autres, on ne veut pas parce que nos électeurs vont nous en vouloir si on fait ça. Et eux autres doivent cautionner, endurer le fait que dans leur caucus, leur réunion, il y a des députés qui sont simplement pas vaccinés et qui, sous ce qui apparaît une raison qui mérite assurément vérification indépendante,
se présentent au Parlement sans être vaccinés. Ces gens-là ne peuvent pas aller au restaurant parce qu'ils n'ont pas la preuve de vaccination, mais ils peuvent venir au Parlement. Là, je pense qu'il faut, permettez-moi de reprendre l'expression, mais il faut que tout le monde se fasse pousser une colonne, là. Puis on dit, OK, ça va faire les niaiseries. Pour la sécurité des parlementaires, en respectant le consensus de règles sanitaires applicables partout, si tu n'es pas double vacciné, puis si tu n'as pas une vérification indépendante de ta raison médicale, bien, tu ne rentreras pas. Dernière chose, un appel au gouvernement, au premier ministre et à la ministre Joly. Il y a une urgente collaboration en matière de sécurité aux frontières pour la circulation et la contrebande des armes à feu. Et alors que Québec dit on est prêt à prendre la partie intérieure du territoire, Sûreté du Québec, de la chose, le gouvernement fédéral garde la responsabilité avec la GRC aux frontières. Québec dit, pouvez-vous en faire plus? Et alors même qu'on dépose le discours du trône, la ministre Joly dit, non, vous n'êtes pas vraiment bon, puis vous devriez en faire plus vous autres mêmes. Si c'est comme ça qu'on ouvre une collaboration, non seulement c'est très inquiétant pour la suite de l'enjeu des armes à feu, mais je m'inquiète de voir la ministre Joly être la voix du Canada sur la scène internationale, parce que manifestement, la diplomatie ne lui est pas venue naturellement. Alors, c'est un peu les préoccupations que j'ai ce matin. Je sens que les prochaines semaines vont être à la fois inquiétantes et captivantes. Merci beaucoup. Avant moi, je ne sais pas. OK. Ben, je vais y aller. Je ne suis pas sûr. Parce... Oui, j'ai le droit? OK, merci. Bonjour, M. Blanchet. Sur le Parlement hybride, là, vous en avez parlé un petit peu, et de la vaccination des députés. Les deux choses sont maintenant dans la même motion qui va commencer à être étudiée cet après-midi. Je sais que vous êtes plus ou moins favorable à un Parlement qui continue de façon hybride, mais vous avez l'air d'accord avec l'aspect sur l'exemption médicale. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise d'appuyer la motion des libéraux telle qu'elle est rédigée? Dans votre question, l'expression plus ou moins en faveur, non, enlevez le plus. De très moins, pas du tout en faveur. Le Bloc québécois réitère, et on l'a fait, les bulletins de vote n'étaient pas encore refroidis. On a dit qu'il faut que le Parlement soit rappelé rapidement, il faut que tout le monde soit double vacciné, puis on ne veut plus rien savoir de la formule hybride, qui est davantage un prétexte pour ne pas faire de réelle reddition de compte ou pour pas faire de route. On n'est pas pour ça. On pense que les règles sanitaires applicables sont tout à fait valables et que c'est ça qui devrait prévaloir. Donc, on est contre le Parlement hybride et on est contre la motion qui est sur le point d'être étudiée. Ça ne changera pas. Pour ce qui est de l'exemption médicale, on est évidemment en faveur de l'exemption médicale. Évidemment. Je fais juste me poser la question, mais quels sont les enjeux médicaux au sein du caucus conservateur pour qu'il y en ait, selon les différentes sources, jusqu'à 30, 35, 36 sur 119, qui est un enjeu médical de nature à les exempter du vaccin? En tout cas, chez nous, c'est zéro. Dans toutes les équipes, tout le personnel du Bloc québécois, c'est zéro. Tout le monde est double vacciné. Je pense qu'il y a un cas chez les libéraux, personne chez le NPD. C'est comme si on était tous ensemble, collectivement naïfs. En même temps, êtes-vous d'accord avec l'idée de resserrer les critères qui donnent accès à cette exemption médicale au Parlement? Et puis, sur le Parlement hybride, là, vous parlez de manque de reddition de compte. M. Holland répond à ça que maintenant, il y a plus de monde, tout le monde presque est vacciné, il y a moins de cas. Donc, il semble essayer de vous rassurer qu'il y aura plus de monde en chambre et que ça ne sera pas 5 personnes comme au printemps. Ça vous rassure pas, ça? J'essaie d'imaginer que le Canadien de Montréal dit, écoutez, achetez vos billets, venez au Centre Bell. Quand vous allez arriver, vous allez voir, on va en laisser rentrer pas mal. Pas sûr que ça marcherait. Tu rentres ou tu rentres pas, là, ou tu fais une règle qui est consensuelle et qui est acceptée par tout le monde. Donc, les propos de M. Holland ne me rassurent pas du tout. Pour moi, c'est de la politique. C'est comme avoir parlé à tout le monde qui ont refusé de leur répondre en disant « Oui, j'ai négocié ». Non, il n'a pas négocié avec le leader du Bloc québécois. On a dit « C'est ça notre position, puis elle ne bougera pas ». Si je peux me répondre,
me permettre une troisième question, parce qu'on n'est pas tellement nombreux. Sur le rapport de la protectrice du citoyen à Québec, là, sur les CHSLD, avez-vous une inquiétude de voir cela donner plus de munitions ou d'arguments à Ottawa dans cette idée d'apporter des normes nationales pour les soins de longue durée? Ça semble peut-être leur donner un argument de plus pour dire que c'est nécessaire d'avoir l'aide d'Ottawa dans tout ça? Ça leur donne un argument de moins. Le premier argument, c'est dire le système de santé des provinces et du Québec a besoin d'un financement qui lui est dû par le fédéral depuis des décennies. Donc, non seulement pour régler le problème, ça prendra une augmentation du financement fédéral, mais puisque le financement fédéral a été déficient depuis toutes ces années, on doit considérer que le refus du fédéral de remplir ses responsabilités soit une cause fondamentale des drames qu'on a connus. Bonjour, Olivier Ferron-Boissé de TVA. Je pense que je poursuivrai là-dessus sur la santé, parce qu'on en a parlé brièvement hier là, de ce qui était dans le discours du trône concernant la santé, la collaboration avec les provinces. Mais moi, ce que j'en comprends, c'est que d'abord, on ne parle pas de hausse, on ne mentionne pas une hausse des transferts. Puis si jamais il y en aurait une, il y en avait une, ce serait accompagné de conditions. C'est ce que je comprends. Alors, je me demande comment vous faites, vous, pour appuyer ce discours du trône-là. Bon, d'une part, je l'ai dit hier là-dessus, le discours du trône peut vouloir dire une chose et son contraire. Si vous me demandez mes intentions puis que je vous donne une feuille blanche, vous allez rester un peu dans l'incertitude quant à ce que sont mes intentions. Ça pourrait vouloir dire, j'imagine, là, imaginons qu'éventuellement, je vais poser la question au premier ministre. Il pourrait dire, ça veut dire que je suis à l'écoute de leurs demandes. Je veux collaborer. Puis ça peut vouloir dire, elles devront collaborer et être à l'écoute de mes demandes. Ça suggère vraisemblablement une forme de négociation. Mais quand on dit ça, moi, je ramène la proposition du Bloc québécois qui dit, non, mais nous, on propose un sommet sur le financement des soins de santé. Fait que le fédéral a ses prétentions d'avoir une expertise qu'il n'a pas. Bien, il l'exposera au vu et au su de tout le monde devant les premiers ministres des provinces et leurs ministres de la Santé. Puis les provinces et leur ministre de la Santé disent, nous, on a besoin de ce financement-là. Voici pourquoi. Ils vont pouvoir le dire publiquement au premier ministre. Son père en a déjà fait des sommets publics. Là. Ça existe, ça ne mange pas de pain. Moi, je pense que ça pourrait très bien s'inscrire dans le libellé au mieux nébuleux du discours du trône sous la rubrique « Collaboration ». Suivi, le gouvernement de l'Ontario qui finançait une vidéo, une capsule pédagogique là, destinée aux écoles, aux enfants, et qui place la loi 21 du Québec comme un exemple évident d'islamophobie. Vous en pensez quoi, M. Blanchette? Le Québec est gravement habitué à des écarts qui s'institutionnalisent et qui nourrissent des préjugés à l'encontre des valeurs québécoises. Moi, je réitère à l'endroit de tout ce beau monde-là que la laïcité de l'État est une valeur infiniment plus progressiste que la religion, même si je respecte absolument le droit de libre confession de chacun. Et ça explique pourquoi, durant la campagne électorale, on a pris l'engagement de monter quelque chose qu'on a commencé, qui est d'aller présenter au Canada, aux États-Unis, en Europe, une vision différente de ce qu'est le Québec, société ouverte, généreuse, accueillante, progressiste à tous les égards. Et c'est l'intention qu'on a, c'est pas pire en Ontario qu'ailleurs. Et d'ailleurs, j'ai remarqué que lorsqu'une discrimination s'inscrit dans les institutions publiques, on lui accroche le mot systémique. Alors, on voit apparaître progressivement une espèce de discrimination institutionnelle à l'encontre des Québécois dans des institutions très officielles du Canada. Oui, bonjour, Lina Dib, la presse canadienne. Oui, on est de deux bords, on est partout. Oui, c'est incroyable. C'est fou. Moi, je voudrais revenir sur les exemptions médicales. Si j'ai bien compris, vous êtes
pour la contre-vérification des exemptions médicales des conservateurs. Maintenant, les libéraux ont mis ça dans le petit A, dans la motion sur le Parlement hybride, dont vous ne voulez pas. Alors, vous proposez que ça se fasse comment, la contre-vérification des conservateurs? Écoutez, revenons sur la tarte aux pommes. Moi, je veux la tarte aux pommes, mais il y a de l'arsenic dans la tarte. Je veux pas l'arsenic. C'est un peu la même affaire. Ou bien non, le contraire. C'est l'arsenic, mais c'est pas parce qu'il y a une saveur de tarte aux pommes que ça devient meilleur. Et il y a peut-être un élément correct dans cette loi-là, et je suis convaincu qu'il y a toujours quelque chose de correct dans toutes les lois. Ça ne les rend pas toutes acceptables, et le principe de l'hybride n'est pas acceptable. D'ailleurs, il y a une espèce d'amalgame ici. On ne veut pas du Parlement hybride. On veut de la double vaccination, et les libéraux disent « Ah, regardez, on va faire le vieux truc du parlementarisme, on va les mettre ensemble, et on va dire... » que si vous ne voulez pas du Parlement hybride, c'est parce que vous êtes contre la double vaccination contre-vérifiée, ce qui serait bien sûr inexact. Et vous ne voyez pas une autre façon dont ça pourrait être fait, cette contre-vérification, en dehors de ce que propose la motion des libéraux? Ben, c'est facile, le principe de la contre-vérification. Quelqu'un qui va aller voir un médecin choisi par une autorité indépendante et qui est par nature indépendant et qui va contre-vérifier la raison médicale du député concerné, afin de valider qu'il s'agit bel et bien d'une raison valable. Mais j'ai l'impression que si une trentaine de députés conservateurs avaient une raison valable, mon Dieu, il doit y avoir 320 des 338 députés qui en auraient. Mme May, hier, disait qu'elle ne se sentait pas à l'aise dans le lobby de l'opposition, qu'elle craignait parce qu'elle ne savait pas qui n'était pas vacciné. Est-ce que chez vous et vos 31 collègues, il y a cette même crainte-là? On a donné directive à nos gens d'être plus prudents compte tenu de l'incertitude qui existe par rapport à qui est vacciné, qui ne l'est pas. Et je réitère que quelqu'un qui n'est pas double vacciné ne devrait pas être dans l'immeuble, sauf preuve médicale contre-vérifiée, ce qui ne devrait pas représenter plus qu'une minime poignée de gens, même si on y inclut le personnel et les journalistes. Bonjour, Juliane Lapointe de Radio-Canada. Vous avez parlé tout à l'heure vous-même du fait qu'il y a une menace d'une autre vague. Est-ce que dans ce contexte-là, vous pourriez éventuellement changer votre position contre le mode hybride? Il est impossible de répondre simplement non à cette question-là. Si se manifestait, imaginons un cas d'espèce, se manifeste une vague d'une nouvelle variation, d'une mutation du virus qui est particulièrement résistante, incluant à l'encontre des vaccins présents, on serait obligé de dire que nos protections actuelles ne sont pas adéquates. C'est pas ce à quoi on est exposé présentement. On a un plafond un peu fragile dans le nombre de cas. On a un nombre, c'est toujours trop, mais relativement bas en termes de décès. On a l'impression que c'est relativement contrôlé, bien que ce ne sera jamais suffisamment contrôlé. Et les règles en vigueur, sous l'autorité de la santé publique, dans les restaurants, les salles de spectacle, les arénas, nous semble encore tout à fait applicable à l'intérieur du Parlement où il y a beaucoup moins de monde que dans la plupart des lieux que je viens de nommer. Sauf qu'on a vu depuis le début de la pandémie que les choses changent rapidement. Donc, est-ce que vous, votre position sur le mode hybride, elle pourrait changer éventuellement aussi, puis que vous pourriez à ce moment-là vous sentir peut-être moins en sécurité? J'ai envie de dire, attention, je peux répondre à ça, mais je ne voudrais pas que seul un petit bout de la réponse sorte, puis que, hey, Blanchette, il est pour le Parlement hybride, là. Ça serait pas le fun. S'il arrive une situation qui démontre que les mesures sanitaires actuelles sont inadéquates pour protéger les députés ou qui que ce soit dans un lieu public, je présume que la santé publique va dire on ferme les arénas, on ferme les salles de spectacle, on ferme les restaurants, on ferme les gyms. Si ça arrive, je vais comprendre que le Parlement suive le rythme. Dans l'état actuel des choses, on n'est dangereusement pas là et on n'a aucune raison de penser que dans un avenir prévisible, ça va se produire. On est dans une situation où c'est relativement contrôlé et où l'enjeu du Parlement hybride est davantage un enjeu politique qu'un enjeu de santé publique. Morning, Glenn McGregor from CTV News. The government's expected to move ahead today on some of its COVID relief benefits that they've promised, some changes to those programs. They want to do it quickly, and that may require another dance party in the House of Commons. So far, the Bloc Québécois is the only party to say that they would support the throne speech, at least begrudgingly. Would your party be willing to move on things like time allocation and closure if necessary to get that legislation passed quickly? And is there any conditions attached to it, including the health transfer summit that you mentioned? It might be a little soon for us to consider
I don't know what's baillon in English? Attribution de temps. Closure. Okay, closure motion for C2. Let's see what is in the final version of it. Then we will confirm that basically we agree with the principles. There's one thing which might be a preoccupation to us. It's the fact that the workers from the arts and culture sector do not seem to be included or supported in any way at this point. But beside this issue, we support the idea that we understand as being the intent of C2. Then we will see what's the best way to have it go through the whole process. Could you repeat in English and your position on certification of or verification of conservative vaccines? I simply do not believe that there is something, we don't know the precise number, between 7 and 36 conservative MPs who have a good and valid medical reason not to get vaccinated, because this number is so astronomically above any statistic that we know about such an exemption that I do not believe it. And I believe that nobody seems to control this caucus, and nobody seems to abide to the rules, which seem by themselves to be relevant for everybody else. So let's make clear and force a counter expertise on those medical exemptions. Further verification or audit of them. Yes. Et nous allons vérifier si nous avons une dernière question au téléphone, opératrice. Merci. Thank you. If you have a question, please press star 1 on your telephone keypad. Pour toute question, appuyez sur étoile 1. Nous n'avons pas de questions pour le moment. We have no questions at this time. Sur, Pas moi le boss. juste sur la... Tu dois être pas mal chum avec Joanie. Ben là, j'ai déjà commencé à parler. Sur la contre-vérification là, des exemptions médicales, vous êtes d'accord avec l'idée, mais si ça ne se fait pas par la motion, je veux revenir à la question de Lina, est-ce que vous pensez qu'il faut que le bureau de régie interne ou que la Chambre se dote de cette règle-là? Ma compréhension, c'est que le bureau de régie interne a entièrement autorité pour forcer la contre-vérification et que le fait de l'avoir mis à l'intérieur de la loi est un exercice strictement politique. Vous passeriez par le bureau de régie interne? Oui. OK. Merci beaucoup tout le monde, au plaisir.